J'ai pas dit que j'avais besoin de ça. Pourquoi aujourd'hui mobilisation pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et les suicides dans l'entreprise, c'est ça? C'est tout à fait ça, 18 depuis le début de l'année, puis en moyenne de toute façon tous les ans, enfin toutes les semaines, tous les ans depuis 30 ans. Donc c'est pas de nouveau et ça s'aggrave aujourd'hui. C'est un manque de moyens de génération. Quelle est la cause? La cause, il y en a plein. Il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, l'administration nous donne des conditions de travail déplorables. Il y a nos cycles de travail qui sont en général qui nous font un week-end sur 6. Donc on travaille en 4-2, 4 jours de travail, 2 jours de repos. On n'a jamais les mêmes jours de repos. Ce qui fait que ça permet d'avoir une vie. Pour la vie de famille, c'est compliqué. Pour la vie familiale, sortir le soir, avoir des associations, dans des trucs réguliers, c'est pas possible, on n'a jamais les mêmes jours. Donc ça nous coupe de toute vie sociale et familiale. Donc ça veut dire que dans un métier, on a besoin de couper, souffler. Dans la plupart des services, pas tous heureusement, mais c'est compliqué déjà. Ensuite, il y a l'accumulation des heures supplémentaires. On a 1300 ans d'heures supplémentaires accumulées, 13 siècles. Ce qui veut dire qu'en plus d'avoir ces cycles de travail pourris, en plus, on est même sûr de rentrer à l'heure à la maison. Je vais donner un exemple. Alors aujourd'hui, dans le sud de la France, à Grasse, des collègues, il y a 10 ans, la punition c'était d'être garde-barrière au tribunal. Maintenant, les gens se battent pour y aller. Parce que les collègues travaillent 3 jours de repos, ils savent qu'ils finissent à l'heure. Et voilà. C'est-à-dire que les gens maintenant privilégient les services pas très forcément intéressants, mais ils seront payés pareil. Ils disent on n'aura pas de problème avec la hiérarchie, on n'aura rien, et puis on sera tranquille. Donc il y a aussi une dévalorisation du travail. En fait, on est démotivé aussi. Le sens du travail également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collègues qui sont rentrés pour protéger les gens. Voilà, ils sont rentrés avec motivation et conviction, parce que c'est un métier qu'on ne rentre pas par hasard. On nous demande de remplir des tableaux statistiques, de faire de la com pour le gouvernement. Je veux dire, nous on a par exemple déposé plainte pour le trucage des statistiques. Les collègues ne s'y retrouvent plus en fait. D'un côté, on brise leur vie familiale et personnelle. De l'autre côté, on les empêche d'avoir un travail épanouissant en les enfermant dans des trucs qu'ils ne veulent pas faire, qui sont contre leur conscience. Puis au bout d'un moment, ils craquent. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement humain. Quand quelqu'un veut essayer de dire je vais pas bien, etc., la chose, on va dire attends, il y a des collègues, si jamais tu craques, on va te mettre la pression parce que tes collègues vont faire le travail. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? On ne va pas faire usage de la psychologue. Voilà. Et en fait, on a une direction générale de la police nationale qui dit nous, ce qu'on veut, on ne veut pas chercher de responsable. Et tant qu'on ne cherchera pas de responsable, on pourra compter les morts. Et c'est ce qu'ils font. Et on leur a dit mais il y a d'autres pays où ça marche. Au Québec, ils avaient le même problème du taux de suicide de leur police. En 30 ans, ils ont baissé le taux de suicide de 80%. En disant maintenant tous les mois, tout le monde va voir le psychologue. C'est pas au choix, c'est une obligation pour tout le monde, que tu vas bien ou pas. On t'accompagne quand il y a une mission difficile ou que tu as quelque chose, de toute façon tu y vas. On ne te demande pas ton avis. Comme ça, il n'y a plus de dire ah lui c'est un faible ou lui c'est ça. C'est tout le monde dans la même enseigne. Il y a des choses qui peuvent être mises en place facilement en France. Il y a un cycle de travail qui nous permet d'avoir un mercredi sur 2 et un week-end sur 2. Il a été mis en place dans certains services. Dans d'autres, on nous a dit ah ben non, ça va nous coûter trop cher, ça prend trop d'effectifs. C'est-à-dire qu'on passe après des conditions budgétaires une fois de plus. Voilà, les commissariats sont en ruine. Enfin, il y a tout un ensemble qui fait qu'on arrive à ce taux de suicide le plus important, dans toutes les professions françaises, c'est le taux de suicide le plus important. Mais de façon générale, la société française va mal. Parce qu'on nous dit, dans les hôpitaux c'est pareil, dans d'autres professions c'est pareil. Oui, parce que la première cause de mort violente en France, c'est le suicide. Ça fait 16 semaines qu'on est dans un contexte particulier de mobilisation des Gilets jaunes, tous les samedis avec de nombreuses forces de l'ordre mobilisées. Est-ce que ça a joué aussi dans l'état d'esprit des Alors on n'a pas de cause à effet. La seule chose qu'on constate, c'est que ça ne fait qu'amplifier les problèmes qui étaient déjà sous-jacents. C'est-à-dire que les heures supplémentaires ont continué d'être accumulées, mais de toute façon ils ne nous les payent pas, donc ça coûte zéro. Il n'y a pas plus d'effectifs. Cette année encore, le concours n'a pas été rempli, donc malgré que M. Castaner et M. Macron ont dit qu'ils allaient recruter des policiers 2000 tous les ans, 1500, 2000, il y en a 200 encore qui manquent à l'appel cette année, en ayant baissé le niveau du concours. Donc à partir de là, ça continue. Des collègues qui n'ont même pas leur week-end, c'est-à-dire qu'ils sont sur le pont 20 jours d'affilée, des vacations de plus de 20 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent même pas se reposer, ils doivent se pisser dessus, ils sont nourris avec un granny et une bouteille d'eau. Donc en fait, ça ne fait qu'augmenter le fait du mal-être qu'on peut avoir. Voilà. Avec des missions, des fois, on ne comprend même pas ce qu'on fait parce qu'on est dirigé par des gens qui ne savent pas nous mettre dans des situations et nous utiliser convenablement. Qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans, depuis les manifestations des policiers hors syndicat? Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de réunions, beaucoup de manifestations. Qu'est-ce qui a changé, monsieur le président? Il n'y a pas grand-chose qui a changé malheureusement. Ce qui est rigolo, c'est que la transition est là, c'est que le premier mouvement spontané les premiers gilets jaunes ont été les policiers en colère il y a 3 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de réunions, il y a surtout une reprise en main du ministère pour canaliser tout ça avec les syndicats dits représentatifs pour qu'ils remettent tout le monde au pas. Parce que pour le moment, c'est toujours très compliqué d'être reçu, qu'on soit syndicat minoritaire ou association de policiers, parce qu'il y a une pression des syndicats majoritaires qui disent mais ils n'ont aucune légitimité. Bah oui, mais on a des choses à dire en fait, même si vous ne prenez pas ce qu'on va dire un peu en compte, écoutez-nous. Et c'est le but de ce soir en fait, on est entre guillemets tous les gens qui sont sur le terrain, parce que tous les gens qui sont autour d'ici, il n'y a aucun permanent syndical, on sait de quoi on parle, et on voudrait donner les explications mises, qu'il n'y ait pas un filtre de bureaucrates qui permettrait de faire avancer les choses concrètement.
Et ça, pour le moment, c'est pas le cas. Il y a une grande crainte des autorités, c'est que les policiers rejoignent au niveau des gilets jaunes. Il y a beaucoup le biais d'une grève importante. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans les semaines qui viennent? Alors, ce qui est possible, c'est qu'ils rejoignent le mouvement. Il y a déjà beaucoup de collègues qui viennent sur leur temps libre avec des gilets jaunes, voilà, qui ne peuvent pas se balader avec un brassard. Après, que les policiers tombent le casque ou pas, ça sera compliqué. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des idiots partout. Je donne un exemple, c'était à Bordeaux de mémoire, il y avait des collègues qui avaient l'habitude en fin de manifestation gilets jaunes de retirer leur casque en disant bah voilà, c'est la fin du mouvement, on retire leur casque devant les gilets jaunes et ils retournaient après dans le camion se déséquiper. Alors que normalement la procédure c'est on se déséquipe quand il n'y a plus personne au camion et quand tout est en sécurité. Il a suffi d'un abruti qui jette un œuf. Du côté des gilets jaunes, du coup, ils ont dit voilà, le chef d'unité a dit ce sera plus possible parce que si le collègue est blessé, il n'aura rien du tout. Là, c'était un œuf, ça peut être un pavé la prochaine fois. Et à cause d'un idiot, les autres gilets jaunes ont dit mais qu'est-ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Et du coup, nos collègues ne peuvent même plus prendre le risque en disant après, si jamais il y a un blessé ou un mutilé, la famille n'aura rien et le collègue non plus. Donc à cause de comportements individuels qui posent problème de chaque côté, on arrive à opposer les gens et on ne peut pas aller d'un pas dans l'autre. Par contre, il y a quelque chose qui va finir par arriver, c'est juste la machine humaine. À force de faire des vacations à rallonge, des heures supplémentaires accumulées, c'est juste humainement possible. Biologiquement, on ne va pas pouvoir tenir le rythme. Vous sentez une crise importante arrivée sur la police nationale? Où on est le curseur du niveau de désespération des policiers? Le curseur, je crois que 18 suicides depuis le début de l'année, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, le pic, ça a été il y a en 59 suicides. Là, on est en train de péter tous les records, malheureusement dans le mauvais sens. Et ça ne prend pas en compte les burn-out, ça ne prend pas en compte les dépressions, les collègues qui tombent dans l'alcoolisme ou dans différentes addictions pour juste résister à leur quotidien. Donc à partir de là, c'est compliqué. Et après, le curseur est compliqué tant que notre hiérarchie pourra faire ce qu'elle veut. Je donne l'exemple parce que c'est un exemple d'actualité. On a un médecin inspecteur dans l'Est de la France qui faisait des agressions sexuelles et des attouchements sur des collègues en échange de leur passer leur habilitation, alors qu'elles étaient parfaitement aptes. En fait, c'était juste un chantage odieux. Et en fait, tant que nos collègues se sont battus tout seuls, on les fracassait, on les faisait passer pour fous, on leur disait non, on a une collègue qui a dû dormir sur un banc pour récupérer son salaire alors qu'elle était victime. Et tant que ces gens-là sont protégés, la police ne pourra pas aller bien. Parce qu'en fait, la police, dès qu'il y a quelqu'un qui râle, la hiérarchie a toujours raison. Donc on utilise la discipline par moyen de coercition, la médecine statutaire pour nous faire passer pour fous. Donc en fait, à partir de là, la police ne peut pas aller bien. Il y a des choses, on n'est pas traité comme des êtres humains, on est traité comme des matricules. L'État a-t-il investi dans le matériel? Les collègues policiers nous disaient depuis 3 ans avant la manifestation que les locaux au commissariat étaient vétustes, les véhicules étaient hors d'âge. Or, depuis 2 ans, on voit beaucoup, notamment des véhicules neufs. Voilà. On nous parlait aussi des policiers qui étaient obligés de s'acheter leur propre matériel, notamment pour le matériel. Est-ce que de ce point de vue-là, les choses sont mieux? Alors au niveau des véhicules, il y a eu quelques véhicules neufs qui sont arrivés. A priori, le budget de cette année va permettre la rénovation de pas mal de commissariats et de services de police. Donc ça va dans le bon sens parce qu'en fait c'est aussi l'accueil du public, c'est un respect des gens qui viennent chez nous. Parce que les victimes, on ne peut pas les recevoir dans des conditions déplorables, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de commissariats encore. Sur le matériel, donc ça commence à avancer. Mais après, c'est pas comme ça qu'on achète le respect. Donc le matériel, ça règle un problème, ça nous permet de faire notre travail. Maintenant, encore faut-il qu'on ait consigne de faire notre travail correctement. Tant qu'on sera géré par des bureaucrates qui veulent qu'on remplisse des statistiques, des camemberts, etc., plutôt que de protéger les gens, on n'aura pas réglé le problème. On aura le moyen de le faire, mais encore faut-il qu'on nous donne les ordres de le faire. C'est toujours à la mesure qu'aujourd'hui, les statistiques, toujours comme ça, on est toujours en procédure, nous on a fait une dénonciation, on est toujours sur le bureau du procureur à Marseille pour le moment, parce qu'il n'y a que là où les collègues nous ont donné les éléments pour déposer la plainte et le recours. C'est partout pareil en France, mais je veux dire, on requalifie les infractions à la baisse. Sur le mouvement des gilets jaunes, par exemple, on compte de façon différente. Quand c'est des foulards rouges, c'est pas le même compte. Donc je veux dire, il y a toujours une appréciation politique derrière, alors que normalement un service de police n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On doit être neutre et informer les gens de façon objective, pour que les pouvoirs publics puissent prendre les bonnes décisions. Je prends sur les chiffres de la délinquance qui sont truqués, ça par exemple nos collègues de Marseille, c'était l'année dernière, quand ils ont dit les chiffres ont encore baissé de façon exponentielle, 2 jours après ils se tiraient dessus la Kalachnikov dans la cité. Donc ça veut bien dire que la réalité est complètement déconnectée des chiffres statistiques. Pourquoi truqué? Est-ce que vous voulez me dire par là? Truqué, c'est-à-dire qu'on revoit à la baisse. Par qui? Par quel intérêt? Comment? Alors l'intérêt, c'est le sujet de notre plainte, c'est à la baisse par exemple quand il y a une tentative de cambriolage. C'est-à-dire qu'il y a un garage qui a été cambriolé mais il n'y a rien qui a été pris. Et c'est requalifié en dégradation volontaire. Comme ça, c'est plus un cambriolage. Il y a moins de cambriolage qui tombe. Même chose quand il y a quelqu'un qui se fait voler son téléphone à l'arraché. C'est plus, normalement c'est une violence volontaire, c'est requalifié en vol simple. Donc comme ça, il n'y a plus d'atteinte aux personnes. Les atteintes aux personnes, ça baisse. L'intérêt, pourquoi? Donc ça donne des beaux chiffres au niveau national. Les commissaires et les directeurs touchent des primes sur leurs bons résultats. Donc à partir de là, nous on avait aussi porté plainte pour escroquerie en bande organisée. Parce qu'en fait, sur ça, ils touchent des primes sur un travail qui n'est pas fait finalement. Donc le but est de gagner de l'argent. Et sur petite anecdote sur le directeur de Marseille, on a dit qu'il aurait une promotion. Il est devenu directeur central de toute la sécurité publique grâce à ses bons résultats sur Marseille. Alors pertinemment, il y a une procédure en cours au pénal. Donc en fait, il y a une logique de
maquiller les choses pour toucher des primes, avoir des promotions. Les politiques sont contents parce qu'ils peuvent annoncer que tout va bien. Et sur le terrain, c'est la merde parce que nos collègues n'ont pas les renforts, parce que les politiques ne renforcent pas, ils disent tout va bien, pourquoi vous voulez qu'on renforce les commissariats, les endroits dans ces endroits-là? Donc en fait, c'est le chaos total, les gens ne sont plus protégés et on arrive à la situation qu'on connaît. Des gens qui pensent que tout va bien dans des bureaux ici et sur le terrain, c'est le chaos. Vous dites que la délinquance augmente, tout le contraire de ce que dit tout le ministre de l'Intérieur. Ah bah la délinquance, on ne sait pas si elle augmente ou pas. Enfin, en tous les cas, la réalité des chiffres, c'est pas ça du tout. Donc la délinquance, en fait, on ne peut pas savoir si elle augmente ou pas, parce que est-ce que la délinquance se déplace? Dans un endroit, ça peut baisser parce qu'elle est mise ailleurs. La population a pu augmenter. Les policiers ont pu arrêter plus de gens cette année. L'année d'avant, non. Je vais prendre l'exemple sur les agressions sexuelles. Avec les lois qui sont arrivées, il y a eu beaucoup plus de plaintes pour les agressions sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'avant, elles n'existaient pas. Ça veut dire qu'elles ont juste été plus visibles. Donc la délinquance, il n'y a pas vraiment de possibilité de la mesurer. On peut dire là, il y a plus de plaintes ou moins de plaintes. Voilà, il y a plus d'affaires résolues, pas résolues. La délinquance, elle augmente ou pas, on ne saura pas. Après, le sentiment de tranquillité publique, ça ne s'évalue pas comme ça. C'est quand il y a des policiers qui sont sur le terrain, qui vont dire aux gens, on a vu ça, on va vous dire est-ce que c'est grave ou pas, est-ce que c'est ce que vous avez vu, c'est ça, rassurer les gens sur le terrain, etc. Le sentiment de tranquillité publique, ça peut s'évaluer. Mais encore faut-il qu'il y ait des policiers qui peuvent travailler en relation avec les gens autour d'eux et qu'ils n'aient pas peur de leur parler sous peine de se prendre une sanction administrative parce qu'ils ont voulu juste aller parler avec la population. Une question sur la syndicalisme. Lors des manifestations d'il y a 3 ans, vos collègues me disaient les syndicats ne nous représentent pas, représentent leurs propres intérêts. Nous, ils vont manifester dans un cadre hors syndical. Est-ce que c'est votre cas? Non, à la preuve, ce soir, les syndicats dits représentatifs ne sont pas là. Ce qu'il y a là, c'est d'autres syndicats qui sont, non représentatifs, mais sachant qu'aux dernières élections, il y a plusieurs recours, dont le nôtre, pour fraude aux élections professionnelles. Parce qu'il y a eu des votes, c'était par vote électronique, donc il y a eu des vols de code, des gens qui ne voulaient pas voter, qui se sont retrouvés à voter. Et donc pour le moment, même le ministère de l'Intérieur a dû reconnaître à demi-mot qu'il y avait quelques dysfonctionnements qui auraient pu fausser la sincérité du scrutin, pour reprendre leurs mots, au Canard enchaîné du 19 décembre. Donc en plus, c'était dans la presse, donc on attend, ils ont jusqu'au 20 mars pour répondre à ça, et on va voir ce que ça va donner. Mais donc en fait, non, il y a une déconnexion complète avec un chantage aux mutations, aux avancements, en disant si tu veux ton mutation, ton avancement, il faut que tu prennes ton timbre chez nous. Et comme on a racketté les enveloppes de vote de tous les collègues, on va être majoritaire, ce qui est le cas. Et du coup, il y a une gestion des carrières par ces gens-là. Et en fait, ils n'ont pas besoin de s'occuper des conditions de travail en échange. Mais à l'interlocuteur, pour les comptes. Moi je pense que c'est tous les gens qui sont là ce soir, toutes les associations de policiers en colère, les syndicats qui ont fait le déplacement, parce que nous on ne va pas parler des avancements, on ne va pas parler des mutations, on va parler des conditions de travail, des cercles horaires, de pourquoi nos collègues se suicident, de comment ça se passe sur le terrain pour de vrai. Voilà, ce matin par exemple j'étais invité à une cérémonie à M. Castaner, je crois que j'étais le seul syndicaliste à venir de mon service, à retourner à mon service juste après. Donc voilà, donc on ne vit pas dans le même monde. Et quand on est déconnecté depuis 10 ans du truc, on peut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de syndicalistes permanents. Au bout d'un moment, on est complètement déconnecté de la chose. Et leur rôle à l'heure actuelle, ils s'occupent des avancements et des mutations, pas de nos conditions de travail. Sinon, ce ne serait pas dans l'état actuel où sont les choses. Guillaume Lebeau, bonsoir. Nouvelle mobilisation de diverses organisations policières, pas seulement le MPC. Aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui, l'ensemble des associations de policiers en colère et associations telles que Hors Service, Assopol, etc. ont décidé de s'unir et de faire un appel aussi aux syndicats de policiers pour que tout le monde y mette du sien et pour que enfin des mesures concrètes soient prises pour les policiers pour que enfin les suicides dans la police diminuent et cessent idéalement de manière efficace. C'est un appel que vous lancez, on a appelé tout le monde, on n'a pas voulu se cantonner juste au MPC ou juste aux femmes de force de l'ordre en colère, on a appelé tout le monde, le clip a lancé un appel aux différentes associations et tout le monde a répondu par l'affirmative et tout le monde est d'accord pour s'unir pour lutter contre ce fléau. C'est juste ce soir que ça va devenir dans le temps un ancrage plus important entre les syndicats et les policiers qui se disent on est indépendants. Là, ce soir, en fait, on a effectivement appelé les syndicats, mais aujourd'hui, on a les syndicats minoritaires qui ont répondu à l'appel. Par contre, les syndicats dits majoritaires n'ont pas répondu à l'appel des associations de policiers. Bien sûr qu'on le déplore parce qu'on estime que c'est la cause de tout le monde, c'est pas la cause du MPC, c'est pas la cause des FFEC ou du CLIP, c'est la cause de tout le monde, de tous les policiers de France. Et même les syndicats majoritaires devraient se sentir concernés par ce problème et auraient dû être présents parmi ce soir. Que faire les autorités pour mettre un terme, pour continuer drastiquement
des suicides. Ah, peut-être sur la capitale Bretagne. Ah oui, on l'a déjà fait. Formation, prise en charge par des psychologues. Qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui? Effectivement, sur le plan psychologique, il y a encore des gros efforts à faire. Sur le plan médical, c'est-à-dire que les collègues aujourd'hui vivent au quotidien des situations très compliquées, des situations conflictuelles, à risque. On intervient dans des situations très difficiles, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et à côté de ça, on n'a pas de suivi médical. Donc effectivement, c'est un gros problème qu'on rencontre. Mais à côté de ça aussi, il y a le Sénat l'année dernière qui a fait une enquête extraordinaire, qui est saluée par l'ensemble de la profession policière. Et dans ce rapport du Sénat, tous les collègues s'y reconnaissent et finalement il y a des propositions concrètes pour améliorer le quotidien des policiers. Et aujourd'hui, nous, en tant que simples policiers, on ne comprend pas pourquoi ce rapport est finalement un peu balayé d'un revers de main par le gouvernement et par l'administration policière. Vous se connaissez maintenant depuis 3 ans, depuis les premières mobilisations. Le malaise est-il toujours aussi gros au sein de la police nationale ou malgré tout évolue dans le bon sens? Il y a quelques changements, mais qui restent tout de même timides. Et malheureusement, le nombre de suicides aujourd'hui, 18 suicides depuis 2019, ça montre bien que le malaise est toujours aussi profond, malheureusement. La manifestation avec aujourd'hui une pensée particulière, Maggie, qui était la présidente du NPC, oui. je pense, avec elle, tout à fait, bien sûr. Et Maggie, elle nous a ouvert le chemin. Elle nous a montré que des choses étaient possibles. Et nous, pour continuer son action, en fait, on répond présent et on pense toujours à elle, bien sûr. Merci à toi. Bon, on est tous réunis là, on est 6 associations. On vous remercie tous infiniment d'être présents ce soir sur le Trocadéro. Vous savez tous pour quelles raisons on s'est réunis. Depuis le 1er janvier 2019, on est déjà à 18 policiers qui se sont suicidés. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et montrer notre colère, faire en sorte que le message passe directement et que les associations aussi puissent s'exprimer auprès du ministère de l'Intérieur, être reçus par monsieur le ministre Christophe Castaner pour qu'on puisse lui dire le vrai ras-le-bol de la police, pour que l'hécatombe s'arrête. Donc on a décidé de se réunir aujourd'hui le 12 mars au Trocadéro. Ça fait 4 mois que Maggie exactement nous a quittés et on va emprunter tous ensemble exactement le même parcours qu'on avait emprunté le 24 novembre dernier à sa mémoire. Donc je vais citer les 6 associations qui sont présentes ici. Je les remercie d'avoir répondu à l'appel. Donc je vais passer le micro directement, ils vont se présenter à vous. Merci infiniment en tout cas. Merci également au sénateur Grosdidier qui a fait un super boulot dans son rapport. Merci d'être présent, je ne vous vois pas mais en tout cas je vous remercie beaucoup. Et coucou. Et donc merci vraiment à tous d'être là. Je passe le micro à toutes les associations qu'elles se présentent. On va commencer par la gauche, par toi Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde, Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Donc comme vous le savez, je ne suis pas collègue, je suis femme d'eux. J'ai répondu de suite à l'appel d'Isa évidemment parce que on en a un petit peu marre de compter les veuves, de compter les orphelins. Donc c'était une évidence pour nous de s'associer à ces autres assos du coup et de faire un travail commun pour essayer de dénoncer ce fléau, pour essayer que le gouvernement, les ministères fassent enfin le nécessaire. Comme elle disait, M. Grosdidier a fait un énorme travail avec cette commission. Donc moi je vais remercier tout le monde, vous tous ici présents, collègues de mon mari, je ne veux pas dire collègues, M. Grosdidier également, les personnalités que vous avez pu voir dans les vidéos, les acteurs, les scénaristes, les producteurs, tous ces gens-là qui peuvent nous apporter une écoute du citoyen lambda aussi, hein, ça fait pas de mal. Donc je vous remercie à tous d'avoir répondu présent malgré le temps, malgré le froid et malgré la pluie. C'est que le début, c'est la première, donc on espère avoir été entendu. Maintenant on ne rêve pas, hein, on le sait tous, donc on va croiser les doigts et on va continuer à travailler tous ensemble. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là par ce temps qui plus est.
Jean-Pierre Colombias, donc porte-parole de l'UPNI. Tu as dit qu'on pensait aux veufs, on pense aussi aux compagnons des dames qui nous ont quittés. Le suicide n'est pas le propre des hommes, c'est aussi des femmes. Et au-delà du suicide, il y a aussi le mal-être des policiers au quotidien, dont on ne prend pas assez en compte la situation. Le suicide, c'est un acte, c'est un aboutissement tragique d'une situation de mal-être profond, qui doit être véritablement prise en compte au-delà des mesures purement de réaction. Et on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas véritablement de mesures de fond, d'accompagnement, de détection et véritablement de prise en compte de ce qui est en train de se passer pour l'administration et plus généralement pour le service public qui est en souffrance aujourd'hui, pas simplement la police. Et c'est cette prise en compte, on espère tous voir à un moment donné être concrète et réaliste. Merci en tout cas à vous d'être là. Bonsoir à tous, très bien, hors service. Donc, je voudrais déjà vous remercier à tous d'être venus, remercier toutes les associations qui nous ont permis de venir ce soir. Notre cas, justement, je vais rebondir sur le PNI. Nous, ce qu'on milite, c'est qu'on va bientôt implanter en Charente-Maritime un centre de récupération post-intervention, qui justement sera créé dans cette optique-là pour prévenir déjà tout acte dramatique et pour accompagner les collègues suite à des événements dramatiques, fusillades, attentats, pour qu'ils se sentent justement soutenus et avoir cette reconnaissance qui nous manque un peu en ce moment. Merci. Bonsoir, merci à tous d'être là. Cyril, je suis le porte-parole de l'association ASSOPOL, l'association de soutien aux policiers, qui a été créée il y a peu pour faire face au burn-out de policiers et dire stop au suicide. Le suicide n'est pas une fatalité, il faut le combattre tous les jours et nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme auprès de notre hiérarchie pour avoir plus d'écoute, tout simplement. Donc en espérant que le chiffre des suicides diminue et pour que cette année soit l'année où il est temps de dire stop au suicide des policiers. Merci à tous. Bonjour tout le monde, donc Guillaume Lebeau, président de l'association Mobilisation des policiers en colère, MPC. Donc je tenais à vous remercier d'être tous présents ce soir pour dire stop au massacre, stop au suicide dans nos rangs, parce qu'on est la profession la plus impactée en France, la plus impactée par le suicide. Depuis le début de l'année, on a 18 collègues qui nous ont quittés, donc c'est 18 collègues de trop, malheureusement. Et quelque chose qui est vraiment spécifique à la profession en fait ce soir, c'est qu'on a 6 associations qui se sont créées pour dire stop au malaise policier, stop au suicide. Je connais pas beaucoup de professions, on a des associations de femmes d'eux, des associations qui se créent de collègues pour se mobiliser, pour récupérer des collègues en détresse, parce que toutes ces associations-là sont là ce soir et se sont créées parce qu'il y avait un manque et il y a des choses qui ne sont pas mises en place dans l'administration policière pour prendre en compte le malaise profond des policiers. Et on est là pour ça, on est là pour donner la parole des policiers de terrain, pour donner la parole des femmes de policiers de terrain, pour que tout le monde puisse pouvoir s'exprimer, tout le monde puisse dire ce qui ne va pas aujourd'hui dans nos rangs. Et le malaise, comme a répété mes camarades ce soir, a été bien acté par un rapport du Sénat l'année dernière. Le rapport est salué par l'ensemble des collègues, ils ont fait un boulot extraordinaire. Et nous aujourd'hui on comprend pas pourquoi aujourd'hui, que ce soit le gouvernement ou l'administration policière, personne ne prend réellement en compte ce rapport. Ce rapport il est vraiment bien, tout le monde est d'accord, et ce rapport n'est pas pris en considération. Donc nous ce qu'on demande aujourd'hui c'est que les propositions qui sont dans ce rapport soient vraiment étudiées et mises vraiment à l'ordre du jour, et qu'on arrête de reporter les mesures concrètes et qui pourraient être efficaces à demain. Et merci encore une fois à vous d'avoir répondu présent, et merci également aux syndicats minoritaires qui ont répondu présent ce soir. Je pense à France Police, à Vigie, désolé si j'en oublie d'autres, la FPIP qui est là aussi apparemment, donc merci à elle, et merci à tout le monde qui a répondu présent, parce que le suicide c'est pas l'affaire d'une association, c'est pas l'affaire d'un syndicat, c'est l'affaire de tout le monde. Et si vous êtes là ce soir, c'est qu'on a tous un peu compris qu'il fallait tous qu'on soit mobilisés pour dire stop, quoi. Et je tenais vraiment à vous remercier d'être présents ce soir. Merci à vous. Voilà, on va commencer la marche.
Et une dernière fois, j'insiste notamment au niveau de la presse qui nous a interviewés cet après-midi et ce soir encore, cette mobilisation du 12 mars, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'on a fermement l'intention de poursuivre cette mobilisation. Il ne s'agit pas juste de se rassembler au Trocadéro, de rejoindre Invalides, de rentrer à la maison et d'attendre que les choses se fassent. Il est très clair qu'aujourd'hui, on a vraiment décidé de lancer une vraie opération pour que les choses soient vraiment prises en compte. Donc c'est qu'un début le 12 mars. C'est pas une marche et on rentre à la maison. C'est un début. Et j'espère sincèrement que le ministre de l'Intérieur a entendu la voix de toutes les associations présentes et j'espère vraiment que d'autres associations vont venir nous rejoindre, que les syndicats vont entendre également l'appel. Voilà, je vous remercie. On va se réunir, on va commencer tout doucement à se rapprocher. Monsieur le sénateur, vous avez travaillé de nombreux mois sur les questions policières. Quel est aujourd'hui le malaise profond de la police nationale? Le malaise est extrêmement profond et ses sources sont multiples. Alors on a d'abord un manque des mauvaises conditions simplement matérielles. Un parc immobilier complètement dégradé, souvent des locaux qui sont insalubres, même des logements insalubres pour les gendarmes. On a un parc de véhicules complètement obsolète, à bout de souffle, 7 à 8 ans de moyenne d'âge, des centaines de milliers de kilomètres au compteur, qui sont dangereux pour ceux qui les utilisent. Il manque souvent des équipements de base, à la fois l'armement adapté, parfois même les tenues pour les jeunes qui démarrent, policiers ou gendarmes, qui n'ont même pas les tenues d'hiver au premier hiver qu'ils affrontent. On peut décrire une misère matérielle dans les conditions de vie et de travail des policiers et des gendarmes. Ensuite, on a un problème plus profond et qui est moral. Alors d'abord un vrai problème de management dans la police plus que dans la gendarmerie, où on n'a pas un esprit corps mais un esprit de caste, on a une vraie césure entre les différents niveaux des hiérarchies. Et on a pour les policiers le sentiment de ne pas être considérés ni par la hiérarchie, ni par les politiques, ni par les journalistes, ni par les magistrats, qui sont souvent par le peuple qui se retourne, qui va les saluer au lendemain d'un attentat, mais qui se retourne aussi vite contre eux au moment de manifestations ou lors d'un contrôle routier en d'autres circonstances. Et puis on a surtout des policiers qui exercent un métier de plus en plus difficile dans des conditions de plus en plus risquées. Le risque est physique, c'est les guet-apens dans certains quartiers, c'est le risque terroriste qui peut même toucher la famille depuis Magnanville. Et ils prennent des risques physiques qui sont doublés d'un risque juridique. Quand dès lors qu'il y a un problème, ils sont mis en cause par les magistrats plus rapidement encore que les délinquants, ils se rendent compte que dès qu'ils sortent du véhicule pour interpeller, ce qu'ils font risque de se retourner contre eux, même au plan pénal. Et toujours avec le sentiment de ne pas être soutenu. Et c'est tous ces risques, ils ont le sentiment de le prendre pour rien quand au bout du compte, il n'y a pas la réponse pénale, quand celui qui est interpellé est plus vite libéré qu'eux-mêmes ne vont ressortir. Donc c'est ce sentiment de mal vivre, d'exercer un métier difficile dans les pires conditions, avec des risques accrus, avec des conditions familiales qui en sont directement affectées, parce qu'on nous dit souvent les suicides, c'est des raisons personnelles, des raisons familiales, sauf que ce sont souvent à la fois les mauvaises conditions de travail, c'est la surpression, c'est ces rappels en permanence. Quand on croit pouvoir passer enfin un week-end en famille, on ne peut pas. Et puis quand on vient à la maison, on revient avec ses propres problèmes, avec la pression du boulot qui se répercute sur l'ambiance familiale, qui expose aux reproches du conjoint, aux reproches des enfants, qui cachent même que le métier qu'exerce leur père ou leur mère. Donc tout ça effectivement contribue à ce mal-être et fait que c'est la profession aujourd'hui où les suicides sont de plus en plus nombreux, et il y a un phénomène d'accélération alors même que le ministère de l'Intérieur a mis en œuvre plusieurs plans de prévention des risques psychosociaux. C'est la question que je vais vous poser, monsieur le sénateur. Les policiers qui sont là, on les a vus il y a 3 ans massivement dans la rue sur de nombreuses manifestations. Le politique a-t-il pris la mesure de ce qui se passait réellement au sein de sa police nationale? Les policiers nous disent que non. Quel est votre avis? Alors on l'a fait au Sénat, mais on l'a fait au Sénat comment? En bossant 6 mois. À partir de ce qui nous était dit, on s'est rendu compte de quoi? On est parti sans a priori, sans préjugés, sans présupposés, et on s'est rendu compte en fait que la réalité objective qu'on voyait était pire que ce que nous décrivaient les policiers en colère.
alors que c'est systématiquement minimisé par le ministère de l'Intérieur et par la hiérarchie. On a un vrai problème dans ce ministère où on met la poussière sous le tapis. Donc plutôt que de parler des problèmes. Bon, il faut parler des problèmes pour avoir une chance de les régler. Bon, donc c'est la première difficulté. Après, on a un gouvernement qui, depuis la sortie du rapport, est plutôt dans le déni, quoi. Nous explique que ce serait pire s'il n'était pas sorti, mais n'a mis en œuvre aucune des 32 propositions que nous avons faites. Et quand il en a commencé à en concrétiser une, c'est à 10 ou 20% et même pas 50%. Que faut-il aujourd'hui faire des réformes structurelles profondes qui remettent en place tout le fonctionnement même de la police nationale française? Il faut des réformes profondes. Alors certaines ne nécessitent même pas d'argent, hein. Il y a une réforme du management dans la police nationale qui est à revoir complètement. Bon, voilà. Donc ça, c'est à mettre en œuvre. Ça ne coûte pas d'argent. Simplement, il faut que chacun se remette en cause à tout niveau de la hiérarchie. Ensuite, ne coûte pas d'argent non plus. Une réforme beaucoup plus forte du code de procédure pénale permettant de gagner du temps de policier. Et certes, la police, c'est comme la gendarmerie, un problème d'effectifs, mais les 2/3 du temps sont bouffés par la procédure. On passerait simplement à la moitié, ça fait des dizaines de milliers d'équivalents temps plein qui seraient ainsi libérés. Mais ça, c'est aussi un problème de volonté politique. Et on a aujourd'hui le blocage, bien davantage au ministère de la Justice comme ministère de l'Intérieur. Après, il y a un rattrapage sur les moyens en fonctionnement. Il faut quand même pouvoir assurer le déroulement de carrière des policiers et des gendarmes, mais qui correspond au moins, ne serait-ce qu'à leur réussite aux examens professionnels. Et puis, il faut payer leurs heures sup. Il y a 23 millions d'heures sup qui ne sont pas payées. Aucune entreprise, aucune qualité, non, il n'est pas prévu de les payer et il est impossible de les faire récupérer. Le ministre lui-même nous cite le cas de policiers qui ont 7 ans d'heures sup qu'on leur doit. Donc ils partiront du commissariat 7 ans avant la retraite, en étant bien sûr pas remplacés puisqu'ils sont toujours comptés dans les effectifs. Le gouvernement, l'État est dans une fuite en avant qui est intenable. Et sur l'investissement, il faut rattraper au moins une dizaine d'années, si ce n'est 20 ans de retard d'investissement. Alors ça ne se fera pas en un an. On l'a dit au gouvernement, mais on a demandé une loi de programmation pour la sécurité intérieure, à l'instar de la loi de programmation militaire, pour planifier sur 5 ans, même 6 ans ou 7 ans s'il le faut, les investissements pour remettre à niveau nos forces. Et tous les policiers et les gendarmes savent que ça ne peut pas être fait instantanément, mais si au moins on a un plan pour se remettre à niveau à moyenne échéance, ça redonnera le moral et on saura où on va. Et après, il faut tenir cette programmation. Toute dernière question, en pleine période des Gilets jaunes, une énorme protestation populaire, certains craignent une implosion de la police nationale, de ce corps constitué qu'est la police nationale. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que vous partagez ce risque-là, cette analyse du risque? Bien sûr, parce que d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Une vraie dégradation de l'esprit public. Aujourd'hui, des choses qui paraissaient impossibles sont devenues possibles. Donc la République tient parfois un fil. Et il tient à quoi? Aux forces de sécurité intérieure. Et c'est un miracle que les forces de sécurité intérieure tiennent le coup, parce que dans les conditions où elles travaillent, elles pourraient tout lâcher. Je ne connais pas d'autres professions, dans le public comme dans le privé, qui continueraient à travailler dans des conditions aussi dégradées. Tous rendraient le tablier. Eux ont la foi du charbonnier, la foi chevillée au corps, parce qu'on a, quelle que soit la difficulté des conditions d'exercice, on a des hommes et des femmes qui sont entrés là par vocation et qui tiennent grâce à cette foi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement inébranlable. On voit bien que quand des policiers se suicident, c'est qu'à un moment ça craque, et à un moment, la rupture peut être beaucoup plus collective, et le gouvernement serait bien inspiré de suivre les propositions qu'a faites le Sénat, qui sont réalistes à portée de budget, mais qui permettraient de redonner du moyen et du moral aux forces de l'ordre.
Paul, comme vous voulez. Ah bah voilà, ils ont tout arrêté. On n'a rien vu. Attends, je récupère. Même pas, ouais, il y a un décalage. Mais je le tiens quand même. Même pas, moi je suis un peu à rien. Il faut le prendre. Ah, tu sais, les porteurs, ils font ça. Il y a un petit décalage là. Désolé. C'est trop grand. Il est beaucoup trop grand. Comment il est beaucoup trop grand? Ah, je suis désolé, hein, mais... Un petit problème de taille, je crois. Ouais. Ah, mais le problème, c'est qu'on va être trop grand, les gars. Il y a quelqu'un qui prend ou pas Ça, je me rappelle, ça c'était... Franchement, Citoyens solidaires, policiers en colère, citoyens solidaires. On va trouver Jimmy, Police, debout, soulève-toi! police, debout, soulève-toi! Police, debout, soulève-toi! Police, debout, soulève-toi! Oui, c'est à toi seul, mais le plan est beau. Je vais essayer de lui envoyer un message et si je peux l'appeler, je l'appellerai.